le 19h30. Maria Mallard. Bienvenue à la une de ce journal. Hommage national aujourd'hui à la Louvière. Une semaine après le drame du carnaval de Strépy-Bracny, le choc et l'émotion sont toujours intenses pour les proches, mais aussi pour toute une région. Joe Biden, pour la première fois, face à des victimes de la guerre en Ukraine. Le président américain est en Pologne aujourd'hui où il a rencontré des réfugiés. Rencontre dans ce journal avec une Belge tellement inquiète pour sa famille en Ukraine qu'elle a décidé d'aller la chercher. Elle est entrée dans le pays au péril de sa vie. Scandale au sein d'une librairie bruxelloise. Des employés accusent leur patron de harcèlement moral et sexuel. Nous écouterons certains témoignages dans ce journal. Les Belges vont mieux, le moral est meilleur ces derniers mois. Un groupe de psychologues a sondé le moral des Belges en ce début de printemps. Madame, Monsieur, bonsoir. Leurs proches, leur région, leur pays leur ont rendu un hommage national. 1 minute de silence a été observée aujourd'hui en hommage aux 6 victimes du drame de Strépy-Bracny. Voilà maintenant près d'une semaine qu'une voiture a renversé un groupe de personnes venues fêter le carnaval. Et cet après-midi, des centaines de personnes sont venues leur rendre hommage à la Louvière. Reportage Valentin Temmerman, Philippe Wibo et Alexis Gonzalez. Dès son arrivée, Alexander De Croo prend directement un membre de l'une des familles endeuillées dans ses bras. Accompagnés par la ministre de l'Intérieur et du ministre-président de la région wallonne, ils écoutent chaque personne présente. Après signature du registre de condoléances, place au discours, devant 400 personnes, le premier prend la parole. Il y a une semaine, non loin d'ici, des femmes et des hommes ont perdu la vie. Coupés dans l'élan d'une journée qui s'annonçait radieuse. Il aurait pu s'agir de nos pères, de nos mères, nos frères et nos sœurs. La seule chose qu'on peut faire maintenant, c'est se rappeler de bons moments, de bons souvenirs, et c'est le meilleur hommage qu'on peut faire. C'est une vie qui continue, mais c'est une vie cassée, et ça doit être extrêmement difficile de vivre ça. Heureusement, on sent qu'il y a énormément de fraternité, que les gens se supportent les uns les autres. Ce n'est pas assez. Ce ne sera jamais assez. C'est cependant notre devoir de ramasser le rameau brisé du carnaval et de lui rendre sa vigueur dans le respect des victimes et dans la dignité. On est surtout à côté d'eux pour essayer de les aider à surmonter un drame. Pour ce qui concerne la vérité, c'est la justice qui fait son travail. Autorités fédérales et régionales ont aussi salué les services de secours et d'ordre présents le jour du drame. Ensuite, hommage au folklore avec une aubade matinale que l'on entend lors des ramassages. Elle est entamée avant un long silence. Les mines sont graves, mais ce rassemblement répare un petit peu les cœurs brisés des habitants de la région du centre. Ça fait du bien, ça réchauffe le cœur. Oui. Les images sont toujours là. C'est dur la nuit quand on va se coucher, mais il faut avancer. À cause de 2 imbéciles, toutes des familles sont brisées, quoi. Comme on dit, on doit avoir confiance en la justice en Belgique, mais enfin bon, j'espère qu'on pourra avoir confiance et qu'on sera satisfait de ce qui en sortira de là. Le principal, c'est plutôt se retrouver entre toute la famille de la Louvière. Politique, oui, bon. Nous on vient pour notre copain. Et voilà quoi. Un hommage national en guise de deuil collectif. Se rassembler devient alors un moyen de se reconstruire. Si les discours ne ramènent pas les êtres perdus à la vie, ils permettent au moins de continuer à les faire exister, à jamais, dans les mémoires. Et puis voilà qui devrait aussi nous remonter le moral. On va gagner 1 heure de clarté en soirée, puisqu'on change d'heure cette nuit. À 2h du matin, il sera 3h. On dormira donc 1 heure de moins. Ne vous faites donc pas avoir si vous avez quelque chose d'important de prévu demain. À suivre dans ce journal, on reviendra sur l'un des plus grands mystères de l'histoire judiciaire belge, le dépeceur de Mons. Il y a 25 ans, il semait la terreur dans la région. Aujourd'hui, on ignore toujours qui il est. Égalité pour les Diables Rouges en Irlande, victoire 2-2, un match amical sans grands enjeux, mais avec tout de même quelques enseignements.
Et puis la conquête de l'espace légèrement chamboulée, c'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. On vous explique pourquoi dans ce journal. C'est l'une des plus grosses affaires judiciaires non élucidées du pays, celle du dépeceur de Mons. Ce tueur en série qui découpait ses victimes en morceaux a plongé la ville de Mons et sa région dans la psychose dans les années 90. Aujourd'hui, 25 ans après les faits, le mystère reste entier. On ne sait toujours pas qui est le tueur. Retour sur cette macabre affaire avec Martin Collier et Sofia Kotsoglou. 22 mars 1997 à Couëme, un policier découvre dans un sac poubelle des membres humains. C'est le début de l'affaire du dépeceur de Mons. Les jours et les semaines qui suivent, d'autres sacs poubelles sont découverts dans des lieux au nom évocateur, chemin de l'inquiétude, rue du Dépôt dans la rivière La Haine. Les 5 femmes victimes de ce tueur en série avaient toutes le même profil. C'était des femmes esseulées, marginales, qui n'avaient plus de famille ou en fait qui plus beaucoup de relations familiales et qui fréquentaient toutes le milieu de la gare de Mons, les bistrots de la gare de Mons. Pour les familles, le choc est terrible. Les enquêteurs n'ont pas pu reconstituer les corps des victimes. Georgette n'a donc pu enterrer que les bras et les jambes de sa sœur. Vous imaginez couper un morceau? C'est grave. L'affaire plonge le quartier de la gare de Mons dans un état de psychose. Plus aucune femme n'ose mettre le pied dehors une fois la nuit tombée. Monique est l'une des rares personnes à avoir croisé les 5 victimes. Les femmes ont beaucoup moins circulé, on ne les a plus vues. On n'a plus vu ces femmes d'abord parce qu'elles n'étaient plus vivantes, mais les femmes qui étaient en vie, qui venaient ordinairement, on ne les a plus vues, évidemment, parce qu'elles avaient peur. Elles avaient peur d'avoir pu rencontrer celui ou ceux qui les ont tués. Parce que je ne sais pas si le dépeceur c'est une personne ou c'est plusieurs personnes. Qui se cache derrière le dépeceur de Mons? 25 ans après les faits, le mystère reste entier. La cellule Corpus chargée de mener l'enquête va d'échec en échec. Les enquêteurs évoquent le petit ami de l'une des victimes, un exploitant de café, un poète montois, un employé du Chep, un tueur monténégrin réfugié aux États-Unis et même Michel Fourniret. Mais aucune de ces pistes n'aboutit. En 96-97, les réseaux sociaux n'existent pas. On a très peu l'usage des téléphones portables et cellulaires à l'époque. En ce qui concerne les écoutes téléphoniques, on est au tout début aussi. Même chose pour les techniques ADN. Mais tous ces moyens technologiques-là, maintenant, ont évolué. Ce qui semble en tout cas certain, c'est que le dépeceur de Mons connaissait bien les 5 victimes. C'est fort probable qu'il fréquentait le quartier de la gare. Il est possible que des personnes ont parlé avec lui, l'ont côtoyé, ou peut-être, voire même, qu'il a essayé de séduire différentes femmes dans lesquelles il n'est pas arrivé à ses fins. Ces victimes l'ont suivi volontairement. Je ne pense pas qu'on puisse enlever de force 5 femmes sans attirer l'attention. Car personne n'a rien vu, rien entendu, et si aujourd'hui la justice poursuit son enquête, il reste à peine 5 ans avant que les faits ne soient prescrits, 5 ans pour donner un début de réponse à toutes les familles endeuillées par cette macabre affaire. Voilà qui referme ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Stéphane Piedboeuf pour la météo. Moi, je vous dis à demain, 13h. Excellente soirée.